Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pour moi. Salut. Salut. Merci. Bah super. J'imagine qu'alors c'est bon pour tout le monde. Euh, D'abord, merci d'être là pour la conférence sur l'impact environnemental du numérique. Cette conférence fait suite à un article dans le journal de l'ANSIMAG qui a été publié il y a quelques temps. Voilà. La conférence a été faite déjà une fois l'an dernier par Florian et moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vous la présente. Je l'ai un petit peu mise à jour par rapport aux dernières, au dernier rapport, au dernier rapport qu'il y a eu. Et voilà. Pendant la conférence, le plan de la conférence, en gros, c'est pendant une heure, je vais vous raconter des trucs, la petite présentation. Et ensuite, le but après, c'était d'avoir une discussion sur les solutions euh, ou les problèmes que vous voyez par rapport au sujet de la conférence. La dernière fois que je l'ai faite, on a pas mal parlé, c'était bien. Je vais essayer même peut-être de faire ma présentation à un petit peu moins d'une heure pour pouvoir laisser maximum de temps d'échange si vous êtes motivé après, parce que finalement c'est ça le plus intéressant. Euh, donc, l'impact environnemental du numérique. Qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? Alors, on a une première partie, c'est-à-dire qui contient le constat général, l'état des lieux du numérique, le cycle de vie et les conclusions qu'on va faire par rapport aux trois premières parties. On va faire un petit peu un constat. Avant de parler des solutions, etc., on va prendre le soin de bien définir le problème et d'en proposer en tout cas une façon de le voir, avec certains outils, certains points clés qu'on va identifier. Ces parties sont en fait un petit peu une synthèse de recherche bibliographique euh, qui existe sur le sujet, mais de façon condensée et concise pour être le plus efficace possible. Euh, Pendant temps, je mettrai à disposition le PDF de la conférence où il y a toutes les sources, tous les rapports, etc. si vous voulez aller plus loin dans ce que je vais dire. Et ensuite, on passe sur une deuxième partie plus intéressante qui est, enfin, intéressante d'une façon différente, qui est les idées reçues, les faits rebonds et les solutions qu'on peut apporter au problème. Parce que c'est bien de dresser un problème, mais si on n'y apporte pas de solution, on est vite limité. Pendant la conférence, si je dis quelque chose qui n'est pas clair ou n'hésitez pas à m'arrêter, vous prenez la parole comme ça. Si vous êtes timide, si vous voulez, vous envoyez vos questions dans le canal questions. Dans le canal questions, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est bon, on y va. Donc un constat général qui va être plutôt rapide, qui va porter en fait un petit peu quelques dates qu'on a pris de façon un petit peu arbitraire pour parler un petit peu du dérèglement climatique avec les années 70, le Club de Rome, avec le rapport Mido. Bon voilà, c'était pas le rapport Mido, c'était pas ils, ils avaient posé la première brique, il y avait encore pas mal de choses à faire, d'estimations euh, à faire sur le dérèglement climatique, le rapport Mido, c'est eux qui ont fait un système, un modèle pour visualiser si on continue avec notre comportement où ça mène. Les années 70, c'était pendant les 30 glorieuses, etc. C'est tout cette période de l'histoire où tout se passait bien, après Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, en tout cas niveau production, tout ça. Dans les années 80, on a la création du GIEC. J'ai mis Kyoto en 2005 parce que c'est une date quand même où on a quand même une ratification du protocole par plusieurs pays, etc. C'était quand même important
le protocole de Kyoto, les accords de Kyoto, et ensuite plus récemment, la COP 21 à Paris, ou la COP 21 où on s'est dit sérieusement que l'élévation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle fallait se limiter à 1,5 voire 2 degrés, mais sachant que les différences entre 1,5 degré et 2 degrés d'élévation de température sont énormes. Et d'ailleurs, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique? On a l'appauvrissement des ressources naturelles et, euh, et un dérèglement des climats euh, dû à l'augmentation du gaz à effet de serre. C'est un petit peu plus on a beaucoup plus de facteurs, etc. Sur la partie de droite, voilà. De façon rapide, j'ai mis 9 facteurs. Enfin, il y avait un rapport qui avait cette figure, je l'ai trouvé plutôt explicite, qui montrait deux choses qui est extrêmement importante quand on est dans des problèmes comme ça d'impact environnemental. C'est que euh, le climat, tout ça, on a des informations qu'on n'a pas. On voit qu'on a des mesures qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, qu'on arrive. En tout cas, on n'a pas fait la mesure. Et ensuite, les 9 choses qui sont affichées, elles sont très indépendantes les unes des autres. Et pourtant, non, elles concernent des choses différentes, mais par contre, elles sont dépendantes entre les unes des autres. Et donc ce sont les deux caractéristiques des problèmes environnementaux, c'est-à-dire que c'est complexe et on n'a pas une bonne visibilité du système. On n'a pas, dans beaucoup de domaines, on a beaucoup de mesures. On va voir que dans le numérique, on est aussi, on a les mêmes problèmes en fait par rapport à notre analyse. Donc à gauche, après l'empreinte carbone moyenne d'un Français, euh, d'après les accords de Paris, on s'est dit qu'il faudra les baisser d'un facteur 5. Euh, voilà. Donc bon là c'est un petit peu un constat sur les trois derniers communiqués de presse, en tout cas les communiqués de presse de 2018-2019 du GIEC, où de façon générale on a des boucles de réaction, de rétro-réaction sur tout. C'est-à-dire que par exemple sur les terres émergées, plus on a de gaz à effet de serre, plus on a une dégradation des sols par cette absorption de surplus de gaz à effet de serre et moins les sols sont de bonne qualité et moindre est la capacité d'absorption des sols. Donc le gaz à effet de serre, s'il n'est pas absorbé par les sols, il se retrouve dans l'atmosphère. Et plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il y a on dégrade les sols, etc. Donc c'est souvent comme ça. Donc voilà. Bon. J'ai mis quelques points. Toutes les revues de presse font plusieurs pages. Elles sont extrêmement intéressantes. Elles sont assez condensées et concises. J'ai mis quelques éléments sur la diapositive pour un petit peu expliquer quelques conséquences, mais il y en a tellement. Voilà. Et donc, par rapport à ce constat très rapide, je vous l'accorde, général, on veut faire un état des lieux du numérique. Qu'est-ce qui se passe dans le numérique? Quels sont les usages? Quels sont les acteurs? Quels sont les mécanismes euh, qui régissent l'impact environnemental du numérique? Donc, avant d'y aller plus en profondeur, on va faire un petit point maintenant pour déjà annoncer un petit peu la couleur. Pour toute analyse, il nous faut des indicateurs. Jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de l'émission de gaz à effet de serre. Mais en vérité, il y a trois autres indicateurs qui sont souvent pris parce qu'ils sont pertinents. Ce sont la consommation en énergie primaire, donc c'est-à-dire toutes les ressources naturelles qui vont pouvoir nous permettre de faire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie primaire. La consommation en eau et l'épuisement des ressources abiotiques, c'est-à-dire toutes les ressources naturelles qui ne sont pas transformées en énergie mais qui sont utilisées comme telles dans les composants. Abiotiques de base, c'est-à-dire que hors de l'homme, elles ne reviennent pas. Enfin. Donc voilà.
Pour donner une idée, le numérique, ça ferait, avec l'énergie primaire et les gaz à effet de serre, on voit que c'est une part quand même non négligeable de la part mondiale. Et on peut faire la comparaison avec un pays, même si dans l'absolu ça n'a pas vraiment de sens, mais pour se donner un petit peu, pour un petit peu imager l'importance du numérique tout de même. Voilà. On va découper le numérique. euh, les usagers du numérique en trois catégories. Les utilisateurs, vous et moi, qui est donc qui utilisent nos téléphones portables, nos ordinateurs en ce moment pour assister à cette conférence, les télévisions, les consoles, les objets connectés, etc. Les réseaux, c'est-à-dire l'infrastructure qui va pouvoir permettre que vous et moi communiquent en ce moment, voilà, euh, votre 4G, le FAI, et ensuite les centres informatiques, les serveurs qui vont pouvoir permettre de gérer, qui vont pouvoir donner le service en fait. Et on va regarder par rapport à nos 5 indicateurs que je viens d'expliquer juste avant, euh, la répartition sur ces usagers. Là, il y en a 5 d'ailleurs, j'en ai présenté que 4. On a rajouté l'électrique. Alors l'électrique n'est pas un bon indicateur, mais n'est pas un indicateur pertinent dans l'absolu, parce que l'électrique, si une consommation électrique en France n'est pas la même qu'une consommation électrique en Chine. Parce que en France, on est au nucléaire, sur notre mix énergétique. En tout cas, on a une grosse part de nucléaire. Et la Chine, ils sont beaucoup au charbon. Alors, c'est pas du tout pour dire que le nucléaire c'est mieux que le charbon, c'est absolument pas la question. Mais c'est pour dire que, par exemple, si on regarde simplement le gaz à effet de serre, une consommation énergétique en France électrique en gaz à effet de serre, c'est rien. Alors qu'en Chine, c'est énorme. Mais par contre, la consommation d'énergie électrique, quand même, nous donne une bonne façon de voir, nous donne une bonne idée de la consommation énergétique. Donc on le prend quand même. Et on voit une tendance clé dans ce tableau, c'est que les utilisateurs concentrent les dépenses énergétiques. Euh, voilà. Donc on voit que même sur la consommation électrique, par exemple, on a des centres informatiques qui vont être à 24% contre 44% sur l'utilisateur en termes d'électricité. Ou même le réseau ne fait pas plus à 32%. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est dans notre analyse de l'impact environnemental du numérique. C'est que l'électricité, euh, l'utilisateur con- concentre l'impact environnemental. J'ai remis ce tableau et ensuite on va voir qu'on va faire pour un produit du numérique, on va prendre en compte le cycle de vie de ce produit. Et il y a deux phases qui sont importantes, la phase de fabrication et la phase d'utilisation. On voit sur le graphique de droite, sur nos 4 indicateurs pertinents, donc là on a enlevé la partie électrique, on a une majorité à chaque fois qui est atteinte simplement en prenant en compte la phase de fabrication et la phase d'utilisation des objets. Et on peut regarder entre la fabrication et l'utilisation. Dans tous les cas, c'est la fabrication qui l'emporte. La fabrication est le numéro un de l'impact environnemental en termes de cycle de vie. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Deuxième chose importante, euh, première chose importante, les agents qui consentent l'impact, ce sont les utilisateurs. Deuxième chose importante, c'est la fabrication qui est le cycle de vie qui va concentrer le plus d'impact. Alors, à partir de ces deux points, on peut déjà faire un petit peu de prospection. Et on sait, en tout cas, on sait, c'est la tendance actuelle, l'Internet des objets, les objets connectés, etc. C'est quelque chose qui est en train de grossir et exploser euh, dans les années où nous sommes. Alors ça peut être sur plein de choses, hein, ça peut être du petit gadget qu'on a chez soi aux smart cities, qui est quand même, on reconnaîtra que les smart cities ont sur le papier, en tout cas, un petit peu plus d'intérêt que des
que la smartwatch qu'on a autour du poignet. Euh, et vu que ce sont les utilisateurs qui consentent l'impact environnemental et le cycle de vie, euh, et le plus important c'est la fabrication, quoi de pire que des petits objets connectés que tous les utilisateurs vont acheter énormément pour tout et rien, et qui vont être fabriqués à grande échelle et qui vont donc demander beaucoup de fabrication. Donc c'est pour ça que de 2010 on est à 1% d'impact sur ce genre de choses, et en 2025, dans 5 ans, c'est prévu à être un cinquième, on va dire, on va arrondir 20%, 18 à 23% des impacts. Donc on voit qu'au niveau des usages, on peut déjà identifier maintenant qu'est-ce qui va coûter cher au niveau d'impact environnemental. Voilà. Donc maintenant on va reprendre un petit peu tout et on va parler un petit peu du cycle de vie. Alors les cycles de vie, pour reprendre vraiment tout depuis la base, le cycle de vie, il y en a plusieurs. Extraction de matières premières. Une fois qu'on a les matières premières, on les mène on fabrique les objets avec. Donc là, il y a fabrication, assemblage dans la même case. Ensuite, on met dans le camion, dans le bateau, dans l'avion, pour le mener au supermarché chez nous, ouais, à l'Apple Store, ce que vous voulez. Et ensuite, le client va le chercher, il fait sa phase de vie d'utilisation, et ensuite, il a une fin de vie. Alors, soit il jette, dans le pire des cas, qui est le cas majoritaire, soit on le recycle, on le réutilise, une deuxième vie, soit on le répare, euh, qui est aussi une autre forme de deuxième vie. Voilà. Et on a dit jusqu'à présent que fabrication et utilisation, c'était les deux cycles de vie principaux. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu tous les cycles de vie. On voit encore une fois sur un autre graphique de l'ADEME cette fois-ci qu'on a une. En fait, la fin de vie, et on n'est pas très bon en fin de vie en numérique. On va expliquer plus tard pourquoi. Mais on voit que la fin de vie, quand c'est réparé, quand c'est recyclé, etc., c'est un petit peu équivalent d'avoir un impact négatif. Parce que si on fait le bilan de quelque chose qui est en fin de vie, ben, ça va nous éviter de produire des choses, de produire selon nos quatre indicateurs qu'on a vus au début. Donc là, par exemple, ce graphique, c'est en équivalent CO2. Mais on voit que c'est très peu. Et encore une fois, on peut voir que la phase de matière première, assemblage, c'est mise en forme, très peu, mais en tout cas, matière première, qui est donc la phase de fabrication, et première, quoi. Et vraiment, et ensuite, on a euh, utilisation qui est très importante. Euh, on a une petite spécificité sur quelques produits avec la distribution parce que, par exemple, dans le cas, on va prendre le cas de l'iPhone, où c'est la même chose pour, je pense que c'est pas propre à l'iPhone. On va avoir des usines d'assemblage qui sont délocalisées par rapport au marché d'utilisateurs, et donc on va avoir besoin de les envoyer vite dans les lieux de distribution pour pouvoir les vendre. Et le problème, c'est que si on veut le faire vite, on peut pas prendre le bateau, on va prendre l'avion, et l'avion, ben, c'est beaucoup plus coûteux comparé à un bateau. Euh, équivalent charge, etc. Et donc c'est pour ça que la distribution, le transport, va coûter un petit peu plus cher sur certains autres objets euh, comparé, euh, euh, comparé aux autres, où il faut prendre aussi en compte. Hop. Donc l'extraction, la fabrication, là on voit qu'il y a des... C'est pas... les matières premières sont réparties de façon inégale sur la planète. Euh, conséquence immédiate, ça fait des tensions géopolitiques. Enfin, il y a un certain mécanisme pour avoir notre or, notre n'importe quelle ressource. Vous allez être dépendant souvent d'acteurs
il y a peu d'acteurs, il y a peu de personnes qui offrent euh, les ressources et donc on a peu de possibilités de choix à cet endroit-là, en plus d'entraîner d'autres choses qu'on verra après. Voilà, simplement pour ça. Ensuite, bon voilà, là on a à droite une photo de mine de surface, à gauche mine souterraine, donc pour s'intéresser un petit peu comment on extrait les ressources. Donc c'est beaucoup de matériel, c'est des grosses installations, euh, on a besoin de beaucoup d'eau, on a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire l'extraction. C'est pour ça que la partie extraction est très importante. Encore sur l'extraction, on a deux phénomènes. Le premier, c'est moins il y a de ressources disponibles dans les mines, par exemple, et plus on va avoir besoin d'énergie pour extraire ce qu'on veut. C'est-à-dire que nos mines en concentration vont s'appauvrir. Euh, Par exemple, là, on voit sur la droite avec l'aluminium et le fer, on voit que par rapport, on, on va devoir prendre encore plus d'énergie pour euh, extraire un minerai, euh, extraire un minerai dans l'argile par exemple, où il y a moins de ce minerai dedans. Et au début, les mines elles sont riches, et plus on va aller récolter des ressources, et moins ça sera concentré, et plus ça sera donc énergivore pour nous d'aller les récolter. Et la deuxième chose, c'est la comment dire la entre guillemets fausse idée de réserve, c'est-à-dire depuis 10 ans, 15 ans, on nous dit que on arrive en réserve pour telle et telle matière, etc. etc. Euh, pour telle matière première, on en aura bientôt plus d'ici cette année, etc. Et bon, on en a toujours. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on trouve toujours des réserves ailleurs. Alors, dans l'idée, ça ne veut pas absolument pas dire que parce qu'on trouve toujours des réserves ailleurs, il ne faut pas regarder notre, notre comment, à quelle fréquence, à quel volume on extrait, etc. C'est pas la question, mais c'est pour dire que parler de réserve, en fait, on parle de réserve par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'on est en pénurie sur certaines choses et qu'on ne l'est pas. Voilà, petite précision. Donc bon, on voit sur ces images, sur trois images, on voit quand il y a des accidents au niveau écologique, climatique, c'est pas bon avec toutes les en plus de l'exploitation qui est en soi-même très coûteuse en énergie, quand on a un souci, c'est énormément de dommages sur la biodiversité locale, sur l'environnement local. Et ensuite, en rapport avec le premier message que je vous ai passé, on voit là par exemple à droite, c'est des groupes armés qui ont le contrôle de certaines mines, euh, et donc qui sont liés justement quand on a certains minerais qui sont très peu disponibles que dans certains pays, et que ces pays sont instables politiquement, on n'a pas trop. Enfin, si, on a le choix, mais euh, la réalité, c'est qu'on passe par des organisations très instables où il y a beaucoup de malheurs. Donc, passons à la phase d'utilisation. Euh, la phase d'extraction-fabrication donne pas vraiment un bon moral, mais, euh, mais la phase d'utilisation, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est un petit peu plus neutre. Euh, donc, sur la phase d'utilisation, on va vouloir en fait regarder quel est l'usage, le, le plus gros usage en termes de impact environnemental. Et on voit que c'est la vidéo en ligne. Voilà. Donc à gauche, vous avez un petit peu une distribution des supports et par rapport à ce qui consomme leur consommation énergétique. On a tout ce qui est data center, réseau, euh, terminal, etc. Ça va être beaucoup dans l'utilisation où on va aller puiser, où cette consommation d'énergie va être partie prenante, c'est-à-dire que voilà. Et par contre, sur nos équipements à nous,
c'est-à-dire le côté client. Ça va être, comme on l'a dit plus tôt, ça va être beaucoup la phase de production qui va être responsable de leur empreinte environnementale. Donc, les vidéos en ligne, sur le trafic en ligne, on a 20% qui est usage hors vidéo. Usage hors vidéo, c'est-à-dire quand vous allez sur le web, quand vous allez consulter vos mails, quand vous allez sur vos réseaux sociaux, quand vous faites du cloud, quand vous allez télécharger en peer-to-peer, n'importe quoi, c'est usage hors vidéo. Euh, Autre vidéo, ça va être des choses de vidéo un petit peu euh, comme le streaming télé. Ça se fait plus trop maintenant. Enfin, si, ça se fait toujours un petit peu, mais quand on regarde par exemple France 2 en direct sur france2.tv, quand on fait des conférences sur Discord, ça rentre dans cette catégorie. Le Skype, c'est un petit peu tous les streamings un petit peu déviés à usage assez particulier. La vidéosurveillance, ça rentre aussi dans cet ensemble. Ensuite, on a tout ce qu'on parle vraiment de vidéo en ligne. Vidéo en ligne, c'est-à-dire vidéo qu'on peut aller consulter, que n'importe qui peut aller consulter. Euh, donc on a la VOD, donc la VOD, Netflix, tout ça. La pornographie, les tubes. Alors les tubes, c'est surtout trois acteurs, YouTube, Youku, je sais pas si je prononce bien, mais c'est le YouTube chinois en gros, Dailymotion. Euh, Sachant que ça date de 2018, ça a peut-être demandé d'être réactualisé niveau chinois. Je pense que ça a dû prendre pas mal d'importance depuis 2018. Petite note. Et ensuite, les autres. Les autres vidéos, ce sont les vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur les vidéos que vous voyez sur Facebook, ou même sur TikTok. Voilà. Euh, voilà. Donc, ces usages, la slide prochaine explique un petit peu en fait le fonctionnement du visionnage en ligne. Alors la première fois que j'avais fait la conférence, j'avais fait à l'NCCube qui est pas un public très euh, leur spécialité, c'est pas trop l'informatique. Donc bon, j'avais fait un rapidement expliquer ce que c'était, quels sont les acteurs du visionnage en ligne. Donc on a le support de visionnage, c'est-à-dire nous, la partie utilisateur, on a la connexion internet, que ce soit le FAI ou la 4G, etc., pour qu'on puisse aller regarder, accéder aux serveurs qui, eux, contiennent la vidéo, etc. Voilà. Euh, et on voit que quelque chose d'important, c'est que niveau datasphère, donc ce qui s'appelle datasphère, en fait, c'est l'IDC qui est une agence internationale qui compte la donnée. Euh, qui a fait une prédiction, c'est que d'ici 2025, on aura 175 zettabytes, donc 175 zetaoctets de données. Pour rappel, un zeta, c'est quelques ordres de grandeur par rapport au giga. On a le giga, le téra, après le téra on a le péta, après le péta on a l'hexa, et ensuite on a le zeta. Pour donner une autre ordre de grandeur qui parle peut-être un petit peu plus, imaginons j'ai une connexion de 100 mégabits par seconde, ce qui est à peu près 11 mégaoctets, et que je veuille télécharger ces données-là. Il me faudrait 450 millions d'années pour le faire. Et imaginons que je voudrais être aidé par toute la Terre entière se mettre à télécharger ça non-stop, il leur faudrait quand même 20 jours pour le faire. Ça fait beaucoup de données. Euh, et la vidéo, on est et c'est le support le plus dense. C'est ça c'est la vidéo le premier dans ces dans cet ordre de grandeur là, c'est la vidéo le premier acteur le plus gros quoi. Niveau design addictif. Pourquoi? Parce qu'on parle des usages, on parle des usages vidéo, mais qui parle d'usage en numérique parle de design. Et on va parler aussi de bon et de mauvais design. On a, on va voir ce qu'un design addictif va pousser en fait l'usager à faire, à devoir utiliser un service.
quel qu'il soit, Facebook, n'importe quoi, et le faire de façon sans réflexion derrière, de façon mécanique pour le cerveau. Là, je n'ai pas les sources, mais ça a été vraiment étudié sur ces trucs de design, etc. C'est vraiment étudié par les personnes. Je devrais pas dire ça si j'ai pas les sources, mais ce sont vraiment des choses qui sont prises en considération par les personnes qui font les applications, les développements. Et donc, c'est en fait de trop simplifier l'utilisation d'une application, que le contenu, le service que donne l'application, c'est d'avoir tout sans rien avoir demandé. Donc en fait, la personne ne peut pas vraiment avoir une utilisation personnalisée de l'application, du service qu'il a. Avoir laissé une possibilité à la recherche dans le service pour que l'utilisateur ait une expérience unique et que l'utilisateur soit actif, ça c'est un design qui n'est pas addictif, c'est un design normal, enfin positif pour l'utilisation d'un service. Alors que, attention, faciliter l'accès à l'information est importante. C'est le rôle premier du design. Le but n'est pas de faire une application, qu'on développe une application qui est complètement impossible d'aller chercher ce qu'on veut, etc. avec des menus mal faits. C'est pas le sujet. Mais y a une chose, il y a quand même un pas. Enfin, il y a une façon de faire. Et un exemple super récent, je sais pas si vous avez Instagram, mais moi j'ai pas la mise à jour sur mon téléphone, donc je sais pas pourquoi. Et il y a une nouvelle mise à jour sur Instagram qui introduit une nouvelle fonctionnalité, Reels, euh, qui permet en fait de faire un TikTok, donc c'est-à-dire des courtes vidéos d'une minute à peu près, où on a juste à scroller vers le haut pour les voir défiler à l'infini. On peut y rester 4 heures dessus si on veut. Euh, voilà. Et donc ça, le principe de TikTok, etc., c'est du design abrutissant. Ce qu'on appelle entre guillemets abrutissant. Quand je dis abrutissant, c'est pas pour dire méchant, pas bien. C'est simplement pour dire que on n'a pas les possibilités, c'est donné trop facilement. On a trop de contenu trop facilement, sans que l'utilisateur soit actif. Et on m'a fait remarquer que normalement, vous savez, sur Instagram, qui est un détail, mais un détail qui a son importance, on pouvait aller de droite à gauche dans les différents onglets. C'est-à-dire que si vous étiez en train de scroller votre timeline avec tous les posts récents, etc., si vous voulez scroller dans les messages, aller sur vos messages, c'était simple, vous swipez à droite, vous faites glisser votre pouce vers, vers la droite, et vous y arrivez dessus. Avec Reels, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller cliquer quelque part sur le menu pour pouvoir faire l'opération. Euh, Ce qui rend plus difficile, en plus que déjà la fonctionnalité de base est abrutissante, dans le sens où l'utilisateur est passif. En plus, là, il faut faire le design pour accéder à d'autres menus et n'est pas facilité. Donc là, on est vraiment dans l'archétype du design addictif. Alors peut-être que la fonctionnalité, je crois qu'elle a une semaine, peut-être que ça n'a pas été fait exprès, ou ça dépend de certains modèles de téléphone. Mais si ça a été fait exprès, etc., c'est vraiment l'exemple d'un design qui est addictif. Voilà. Et donc, qui pousse à des usages de vidéo. Là, on est sur de la vidéo, on est sur. Si on revient en arrière, on est sur les 18% autres. Euh, qui, qui ont véritablement un poids sur la balance de l'impact environnemental. Donc ensuite on va faire la fin de vie. La fin de vie, on a vu qu'on n'était pas fort en numérique avec la fin de vie. Pourquoi? Ben parce qu'en fait on a énormément de composants différents dans nos appareils. Voilà, c'est la raison. Et il faudrait énormément de coûts en R&D, pardon, pour aller euh, récupérer ces matériaux. C'est pour ça qu'on n'est pas bon en fin de vie.
Donc là, on est contenu d'un PC, pour pas passer trop vite sur les slides, mais voilà, on est sur le contenu d'un PC. Matériaux en très faible quantité, 0,19%. Et on a un deuxième graphe, et c'est les vidéos, et ça, ce sont les matériaux des 0,19% qui sont présentés ici. Donc là, on a plus d'une vingtaine de matériaux, dans les déjà la dizaine de matériaux ici. Et aller récupérer les 0,0315 de barium qu'il y a dans les téléphones, c'est parmi de tous, ça demande un vrai processus. Et ce sont des choses qui ne sont pas développées. Euh, voilà. Donc là, c'est un tableau par rapport à quels métaux. Donc là, ce sont les 6 métaux où on arrive le mieux à faire des économies d'énergie, etc. Et tant mieux qu'on se concentre sur, entre guillemets, tant mieux qu'on se concentre sur les métaux qui sont prépondérants, aluminium, cuivre, or, plomb, acier, nickel. Si on retourne en arrière, ils sont là. Donc c'est pas mal qu'on arrive déjà à bien récupérer ces matériaux. Mais quand même à faire gaffe aux échelles parce que si on prend par exemple le fer, etc., on arrive à bien à récupérer le fer, c'est bien, mais le fer, ça doit être bien moins précieux que le tantal. Donc il y a aussi, si on veut faire le calcul, il y a une certaine normalisation entre la quantité de matériaux qu'on a et aussi la rareté du matériau qu'on a. Et ce sont les matériaux les plus rares qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à récupérer. Et vu qu'on est en grande quantité, bah, quand même les matériaux rares, on en a besoin. Donc là, c'est un petit peu un point sur les déchets électroniques, électroménagers qu'on arrive à trier. Et on voit qu'il y en a quand même très peu qu'on arrive à recycler. Ce qui explique dans... Comment dire, ce qui explique la situation actuelle, les premiers graphes où on voyait que la fin de vie n'avait pas un grand impact en fait, n'avait pas un bon impact positif. Voilà. Et donc bon voilà, là en haut il y a la photo en haut à gauche où on voit où c'est des plages complètement pleins de matériaux. Et sinon on a l'autre exemple où on a le huitième continent, ouais, je venais de checker, pour pas dire une bêtise. Huitième continent où c'est un gros. euh, c'est tellement gros, c'est une surface qui est en train de flotter sur la mer avec tous nos déchets. Beaucoup de déchets. Bon, il y a beaucoup de déchets plastiques. Euh, c'est surtout des déchets plastiques. Mais c'est un huitième continent qui est quand même 3 fois plus grand que la France. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas encore à recycler. Et que on aurait besoin de recherche et développement pour faire ça. Et on voit que le reconditionnement et la réutilisation, c'est 1%. C'est rien. Surtout que, imaginons même, on n'ait plus ce problème de recyclage et on part d'un. Là, on fait la comparaison entre un taux de recyclage à 0% à 80% dans le temps par rapport à des unités de consommation. Si on ne change pas le comportement et les usages, on peut avoir un taux de recyclage à 80%, hein. On va quand même avoir notre unité de consommation qui à un moment va augmenter, avec un taux de croissance de 2%. Et c'est l'exemple où on consomme plus de 2% tous les ans, c'est exactement le, 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 le- la cadence qu'on a. Quand on voit le numéro de. Quand on voyait la datasphère il y a quelques slides avant, on avait un facteur x5 en l'espace de 6 ans. 2%, c'est rien. Donc, le recyclage, il faut s'améliorer, mais ce n'est pas avec le recyclage qu'on sauvera le problème de l'impact environnemental. Donc, là, ça va être une partie un petit peu petite conclusion sur les 3 parties qu'on a abordées, rapide, pour remettre un petit peu les bases sur tout ce qu'on a dit. Et ensuite, on va pouvoir enfin parler de résolution parce que ça fait 30 minutes que je suis en train de vous dire qu'on a plein de problèmes, etc. Et il faut bien trouver des solutions à ces problèmes. Donc,
On va commencer par conclure et ensuite on verra les problèmes. Donc, les extractions, on voit qu'on gère en fait pas où est-ce qu'on prend nos ressources, qu'il y a plein de problèmes écologiques et aussi humaines par rapport tout le processus d'extraction, de fabrication. Sur l'utilisation, on a vu que niveau usage, c'est la vidéo qui en termes d'impact est le premier et qui est loin d'être un usage d'utilité publique. Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter la vidéo, d'arrêter de regarder Netflix et YouTube, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est pas quelque chose de central entre guillemets. Comparé, c'est démesuré comparé à son impact environnemental. C'est dans ce sens que je l'ai dit. Et ensuite, on a donc des problèmes dans nos habitudes de consommation, c'est ce que j'étais en train de dire. Problème de santé pour l'addictive design. Alors, c'est pas des choses qui sont bien documentées par des études, etc. Donc, si vous cherchez sur internet, moi j'ai vu que ça, ça déclenchait des dépressions, des machins, des trucs comme ça. Euh, je l'ai pas mis dans la présentation parce que c'est pas des choses qui sont mesurées de façon très académique et en nombre, donc je me suis pas trop permis de vous présenter ces résultats. C'est des choses où en fait on n'a pas de mesure, on sait pas trop malheureusement. Donc, euh, et ensuite le, les usages, les bons usages, comment bien faire les choses. Au niveau des usages, en fait, le problème c'est pas qu'on veut pas, enfin, c'est même les personnes qui veulent bien, généralement on sait pas. Et ensuite, la fin de vie, où on est quand même assez peu performant dans ce milieu-là. Voilà. Et même si on était performant, on retarderait simplement le problème. On le résoudrait pas. Donc, on va avant de faire les vraies solutions, il faut déjà s'attaquer aux idées reçues et aux effets rebonds. Les effets rebonds, ça a été la ligne directrice du dernier rapport de The Chief Project qui est sorti il y a un mois. Donc, ce sont des choses récentes. Vraiment, vous êtes à la pointe de l'actualité de l'impact environnemental. Non, ce qu'il y a dans ma présentation, ce rapport-là, il mériterait une deuxième conférence en fait, à lui entier. Il est très bien. Et il se concentre justement sur toutes les solutions, la réflexion qu'on pourrait avoir avec les solutions. Et ce qu'il dit, il dit que on ne peut pas trouver de bonnes solutions, donc on n'a pas assez bien réfléchi au problème. Et le problème, comme je l'ai dit en tout début de conférence, le gros problème de l'impact environnemental du numérique, l'impact environnemental en général, c'est que c'est truffé de boucles de rétroaction. Donc là, c'est le schéma qui est dans le rapport, un des schémas du rapport. Et on voit que, imaginons qu'on a une capacité technologique qui permet de faire de nouveaux services, de nouvelles choses. On va demander aux gars du marketing, etc. On va faire une étude de marché. Comment est-ce que ce qu'on peut faire, on peut le transformer en service. Et donc ça va donner de nouveaux usages. De nouveaux usages qui vont donner naissance à des services, à des datas, à des coûts d'infrastructure. Et surtout, au final, en fait, des équipements. Mais quand on a plus d'équipements, on peut faire encore plus de trucs, non? Et donc on va aller voir les personnes en marketing. Bon, je sais pas si c'est exactement comme ça se passe, mais les termes sont peut-être erronés. Mais l'idée c'est qu'on va pouvoir encore générer de plus on a de matériel, plus on a d'usage, plus on a d'usage, plus on a de matériel, etc., etc. Et ça n'en finit pas en fait. Si on ne régule pas ça, c'est une boucle, comme je dis depuis le début, une rétroaction. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on veut introduire un usage, il faut penser
comment est-ce que ça, les conséquences de cet usage, de bien réguler cet usage pour que il ait bien l'effet qu'on veut. Par exemple, le télétravail. Alors, c'est un exemple qui était déjà présent à la première édition de la conférence, alors qu'il n'y avait pas le confinement. Maintenant, l'exemple est extrêmement d'actualité. Et donc, on a le télétravail, et pas mal de personnes se sont dit bon, bah, le télétravail, cool. Ça a moins de véhicules, moins de consommation en énergie au bureau, on a moins de déplacements pro à droite à gauche. Je reste à la maison, économie d'énergie. Oui, mais on a aussi plein d'effets rebonds qui font que en fait le télétravail n'est pas si vert que ça. On doit chauffer une maison qu'on ne chauffe pas quand on n'est pas là, en moyenne. On doit se faire un lieu de travail chez soi. On va généralement on va avoir des déplacements personnels pendant nos heures de travail. On va avoir des choses qui n'existaient pas alors qu'on n'était pas en télétravail, et plus des équipements supplémentaires. Si on a un ordinateur, une imprimante, que ça soit le bureau va nous en fournir une, ça va entraîner des coûts de fabrication et recyclage sur un matériel qui existe déjà au bureau. Donc, ce n'est pas pour dire que le télétravail est, est, est le démon de l'impact environnemental du numérique. C'est parce que c'est pas le but de l'exemple. C'est pour dire que en termes de gaz à émission à effet de serre, gaz à émission de fait, c'est que le télétravail, il faut y penser, il faut bien l'instaurer, etc. Pour que ça, si on le fait vraiment dans une optique de diminuer l'émission de gaz à effet de serre, eh ben, il faut prendre beaucoup plus de choses en compte. Là, par exemple, je vous disais qu'on n'avait pas les bons usages, etc. Intel, 2016, ils étaient en train de dire ouais, c'est nous, on va faire processeur pour les voitures autonomes. Ouais, 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 on va faire plein de data, etc. Ils ont mis dans leur pub, etc., enfin, leur affiche, ils ont mis que, et ouais, on va pouvoir faire transférer 4 Tera de data par jour. Parce que notre lidar, notre caméra, etc., pour opérer les machins, pour repérer les piétons, pour que notre voiture soit autonome, c'est ça, c'est ça. Et donc, une voiture autonome, hop, c'est tout ça. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est déjà, bon, déjà, le chiffre est énorme, de un. Encore un exemple pour appuyer que ça ne fait que commencer, tout ce flux de data. Et pour dire aussi que quelque chose qui devrait être, comment dire, ça, cette data n'a pas, Intel n'ont pas fait une campagne quand ils ont publié ça, une campagne de sensibilisation à l'impact environnemental du numérique. C'est pas pour ça qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça comme de la performance, comme quelque chose d'extrêmement bien. Euh, Certes, d'une façon technique, c'est bien d'avoir autant de flux, mais, mais c'est aussi complètement délirant d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue impact environnemental. Et d'où ça, ce genre de flux, parenthèse, c'est ça qui explique l'implémentation de la 5G dans les années qui arrivent. Donc maintenant les solutions. Alors bon, maintenant qu'on a vu qu'on a compris qu'il fallait bien penser avant de proposer des solutions, on a des petites solutions individuelles. Je prolonge la durée de vie de mes équipements, c'est-à-dire je ne prends pas un iPhone tous les 2 ans. Je préfère acquérir un équipement d'occasion reconditionné. Bon, voilà, c'est des choses à l'échelle individuelle que tout le monde peut faire. Vous n'avez pas besoin d'être en école d'ingénieur pour savoir ça. Mais c'est de bonnes habitudes à prendre et qui sont à l'échelle individuelle importantes. Voilà. Bon, maintenant,
on va prendre les solutions d'un point de vue ingénieur. Parce que les solutions, en vérité, il y en a plein. Mais il va falloir se restreindre pour être efficace. Nous, on est en école d'ingénieur, on n'est pas à Sciences Po. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons... notre but n'est pas de prendre des décisions. Notre but est d'informer et de concevoir. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, imaginons, des chaussettes connectées, pile dans les objets connectés, où on a avec un bracelet connecté ou un smartphone qui communique par 4G ou Wi-Fi, et, euh, et où on a un data center qui nous fait des calculs super intelligents pour nous donner un indicateur de performance. Ça, par exemple, si on dit on utilise des normes reconnues ISO 14000, c'est des normes qui régissent ce genre de protocole pour l'environnement. Voilà, c'est des normes qu'on respecte pour dire au niveau public de l'État, niveau des normes, c'est bon, j'ai fait mon travail. Non, c'est du greenwashing. C'est ce qu'on appelle du greenwashing, que ça a été fait intentionnellement ou pas. Déjà, le premier truc, c'est pourquoi on fait des chaussettes connectées. C'est quoi? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un usage de chaussettes connectées? Ensuite, l'ISO, ça prend la fabrication, c'est bien. Mais bon, on prend pas l'utilisation en compte sur les chaussettes connectées avec ces normes ISO. Un seul indicateur environnemental pris en compte aussi avec ces normes ISO. Donc, c'est et encore, on a un problème de ces chaussettes connectées. Ok, les capteurs, ils viennent d'où? On prend à chaque fois qu'une fenêtre. Et c'est ce qu'on a. Et pourtant, on a une super norme ISO 14000, etc. Et donc, c'est pas comme ça qu'on fait de l'éco-conception. Euh, pour faire de l'éco-conception, il faut prendre beaucoup de choses en compte. Et mauvaise nouvelle, l'ingénieur en lui-même ne pourra pas sauver le monde tout seul avec ses super idées d'éco-conception. Parce que, en fait, c'est tout un mécanisme qui est complet sur la production, notre production à nous, pour pouvoir avoir une sobriété numérique. Et là, je refais un rappel. The Shift Project, le rapport qu'ils ont fait il y a un mois, pendant 100 pages, c'est facile à lire. Il y a beaucoup de figures comme celle qui est affichée à l'écran. Et ils sont extrêmement pertinents pour dire les choses. The Shift Project, c'est une association qui est là pour la transition énergétique. Président Jean Covici. Donc c'est vraiment des experts. Et ils font des rapports pour que des ingénieurs, pour que des chefs de projet, des managers, des chefs d'entreprise, des responsables de territoire local, des gouvernements, tout le monde, tout acteur économique, donc industriel, lisent le rapport. Et c'est de toute façon qu'avec la collaboration totale de ces personnes qui vont pouvoir arriver à une solution. Et, et l'esprit de cette sobriété numérique, ce n'est absolument pas de dire bon ben c'est pas bien de regarder Netflix, on va mettre 100 gigas de Netflix à tout le monde ou 50 gigas de Netflix à tout le monde par mois et c'est fini. C'est absolument pas l'idée du rapport. On va essayer de comprendre un mécanisme que là je vais donner les éléments fondateurs, mais il y a tellement de choses à dire pour pouvoir avoir une sobriété numérique. Parce que en fait, il faut pas simplement voir oh mais on va nous enlever des utilisations, tout ça. C'est pas le fait qu'on va nous enlever des utilisations. C'est que le numérique prend de l'importance dans l'impact environnemental en général. Et
faut grandir, il faut prendre de la maturité et passer d'une conception numérique à intuitive, ce qui s'appelle, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, génial, il y a un service à faire, on le fait, trop bien, ok, on a des usages, euh, est-ce que l'usage vaut vraiment le coup? Est-ce que la façon de le faire, etc., est-ce que c'est bien fait? Tout ça, tout ça. Et ça, il faut le développer. Ça, il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut lire, il faut... euh, parce que toutes ces choses-là, on ne peut pas les deviner. Comme les premiers points que j'ai dit en commençant la conférence, c'est que l'impact environnemental est quelque chose de complexe. Là, on a parlé simplement de la partie numérique, et il y a énormément de choses à dire tellement que c'est complexe. Et on n'a pas une vision qui résout toute la solution, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça que... Et en plus on a une réalité économique derrière. Donc en prenant tout ça en compte, ils ont essayé de déployer des méthodes pour une politique numérique durable. Donc on va avoir par exemple le premier aspect qui va être la motivation, c'est-à-dire de lancer une stratégie informatique durable, d'avoir une équipe qui s'occupe de ça en fait, des personnes qui s'occupent de ça, c'est d'avoir un appui de l'administration, de personnes qui vont passer leur temps en fait à faire ça dans une entreprise, une petite équipe qui vont pouvoir faire ce genre de choses. Donc ensuite il y a la pesée qui permet de mesurer l'impact environnemental, qui est quand même, si on n'arrive pas à bien peser les choses, à bien mesurer les choses, on ne peut pas avoir une bonne solution. Développer une culture numérique durable, faire informer, si des personnes ont dit on change nos procédés, on fait plus comme ça, on fait comme ça, mais si on n'explique pas comment, ça n'a pas de sens, ça fera rien changer. Et ensuite, voilà, la salle de sport, donc c'est toute la fabrication, avec tout d'ailleurs les problèmes de sous-traitance, etc., euh, de vraiment connaître l'impact environnemental de bout en bout de la chaîne, pas dire bon ben ça, tant pis, c'est fait dans ce coin-là et on s'en occupe pas. Voilà. Après aussi, donc ce que je disais, le bon entourage qui est très important, que ce soit un processus mutuel et le coach qui serait en fait le meneur, le chef de projet qui donne les directions à avoir. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Là, il y a d'autres solutions que vous pouvez utiliser pour faire à votre échelle, où on a iFixit, Black Market, c'est tous des trucs de réparation, reconditionnement, Repair Coffee aussi. CleanFox, une extension qui permet de nettoyer les boîtes mail. Y qui permet de, comme iFixit, etc. Fairphone qui est un téléphone où tout ce procédé-là est appliqué au maximum, qui est aussi plus durable vu que toutes les pièces sont interchangeables facilement, c'est fait pour, qui permet de rallonger la longévité de l'appareil. Carbon Analyzer qui peuvent donner une estimation grossière de l'énergie qu'on qu'on a en gaz à émission d'effet de serre, gaz à effet de serre, et en énergie électrique. Et ensuite sur Grenoble, on a Résine, Grésy, bon c'est un petit peu hors contexte, qui sont des FAI et des hébergeurs associatifs. Voilà. Donc au niveau des sources, c'est tout sur le diapo, The Shift Project, Green IT, IPCC, qui est le GIEC en fait, EcoInfo, l'ADEME, très important l'ADEME, beaucoup de sources importantes, et voilà. Donc merci pour votre attention. J'ai pas vraiment réussi à faire moins d'une heure, voilà, j'ai fait 55 minutes. Euh, donc j'ai fini avec ma présentation. Donc si vous voulez intervenir sur que vous n'avez pas osé pendant la présentation pour revenir sur certains points, ou si vous avez des remarques sur l'approche, sur les solutions, des idées à proposer, n'importe quoi, je vous écoute.
Surtout, pas tous à la fois. Si vous voulez, je peux vous aider. Des solutions que vous avez eues, peut-être des personnes qui ont déjà fait des stages ou des personnes dans le milieu professionnel qui sont allées, qui ont eu déjà face à ce genre de problématiques. Ah, au revoir Sanem. Euh, Non, si vous avez eu des remarques, si vous avez eu des points qui n'ont pas compris, c'est honnêtement, je pense que la première partie de la conférence était beaucoup d'informations, voilà, comme ça. Mais la deuxième partie, si vous avez des idées ou autres, je vous, euh, je vous invite à en discuter, voilà, des choses où vous êtes d'accord, pas d'accord. Ouais, salut. Salut. Je m'appelle Mathias, t'avais le pote Simon. J'ai aussi lu pas mal de rapports de Shift et tout. Mhm. Tout à l'heure, t'as dit que le télétravail, enfin, c'était pas un bon exemple. Est-ce que parce qu'on on dit quand même que, enfin, en France, je sais que ce qui est responsable de 50% des gaz, l'émission des gaz à effet de serre, c'est les transports, notamment la voiture individuelle. Et avec le confinement, ce qui est bien, c'est que ben, du coup, il y Oui. a beaucoup moins de déplacements. Et je sais que derrière, bon, la vidéo, ça génère énormément de flux. Mais est-ce que ça génère pas moins de flux que Alors, ta question, c'est là, j'ai simplement l'exemple du télétravail, ça a été, je l'ai employé pour répondre à ta question de façon concise. C'est positif. Donc c'est positif le télétravail. C'est-à-dire que généralement, les mecs ont fait l'étude. J'essaye de chercher c'est dommage que sur la diapo, voilà, hop, je vous le mets sur Discord. Hop. Euh, donc c'est l'ADEME qui a fait. Est-ce que je pourrais pas donner directement la source? En gros, il y a des effets négatifs, il y a des pour et des contre, et c'est les pour qui gagnent. Voilà. Donc je l'ai juste pris pour exemple, euh, pour illustrer que les effets rebonds étaient présents. Voilà. Là j'ai le rapport final en face de moi. Donc conclusion, bilan total, ça serait bien d'avoir tac. Mais ils ont, voilà, c'est favorable. Hop, tac. Bon, je vous aurais donné quand même la source de l'ADEME, même si c'était pas favorable, hein. Mais hop là, je donne dans question. Hop, tiens. Euh, donc si tu veux quelque chose de vraiment détaillé, c'est là. Et sinon, oui, oui, c'est bien positif. Mais le but, c'est par exemple de toujours questionner, c'est d'avoir ce questionnement des effets rebonds qui permet en fait, quand tu veux faire de l'éco-conception, de pouvoir faire une vraie éco-conception. Par exemple, Back Market, on peut se dire, ouais, génial, Back Market, c'est un site internet où on prend des trucs reconditionnés. Super, un nouveau téléphone reconditionné. Mais, en fait, si tu prends tous les 2 ans un nouveau téléphone sur Back Market, bah, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est pas d'utiliser comme ça. C'est simplement pour dire que le télétravail, sur le principe, c'est bien. On a fait l'étude, c'est bien. Mais on a l'existence de ces effets rebonds. C'est tout. merci. Euh,
une observation. Je vous, je vous sens pas très bavard, mais j'imagine que si vous êtes toujours sur le salon audio, c'est que vous voulez que ça continue un petit peu. La dernière fois, on a eu. Après, c'est sur Discord, je comprends, c'est peut-être un petit peu moins interactif, un petit peu moins que nous avoir en vrai, etc. Tout ça. Et en plus, j'ai pas de webcam, donc je peux même pas vous montrer une question concernant. Ah, hop. Je. Est-ce que 2 Go de data par jour par temps sont destinés à être envoyés à un serveur? Pourquoi l'immense majorité ne doit pas être stockée dans la voiture, voire éliminer l'IDAR? Sinon, une question pour tout le monde. D'accord. Hum, sur est-ce que les deux total se génèrent par jour? Je n'ai pas eu l'information. Faudrait regarder. Si vous voulez, moi j'invite aux autres participants à répondre à la question ouverte à tout le monde. Comme ça, moi je peux regarder où vont les données générées. Et voilà. Si c'est embarqué, tout le traitement, ou si ça passe bien par un serveur. Ça, effectivement, c'est une question très pertinente parce que c'est pas du tout la même chose au niveau impact environnemental. Du coup, pour répondre à la question, j'ai mon père qui travaille pour les voitures automatiques je crois que c'est BMW, le stockage des données. Et de ce qu'il m'a expliqué, en fait, c'est que c'est comme les assistants personnels qu'on peut avoir à la maison. Tous ces traitements-là, ils mettent en jeu des intelligences artificielles, etc., qui doivent donc être traités sur des serveurs, les serveurs de l'entreprise qui offre le service. Il faut ajouter à ça qu'en plus, ils ont aujourd'hui un gros besoin de retour de données pour permettre d'améliorer leur système d'apprentissage, quoi. Donc effectivement, tout part de la voiture pour arriver sur les serveurs. Ils gardent le maximum de trucs pour améliorer le service. Super, merci. C'était méga clair. Euh, pour reprendre aussi la deuxième partie de la question, euh, ce genre de sensibilisation exposée, tout ça, sur le rapport du Shift Project, c'est quelque chose encouragé euh, qui est encouragé à faire même au sein d'une entreprise. Il donne un exemple, par exemple, dans une grande banque française, qui quelqu'un est venu avec une petite présentation pour bien problématiser et apporter des solutions. Et ça a donné un élan dans cette grande banque française. Je ne connais pas le nom de la banque, sinon je le donnerai. Euh, et ça a donné naissance à des décisions qui ont été prises début 2020 pour réduire les impacts environnementaux liés au numérique dans la boîte. Source, The Shift Project, le rapport d'il y a un mois. Donc ce type de présentation, si je le fais, c'est forcément que je pense que c'est bien de le faire en école d'ingé. Mais en plus, au niveau du privé, une fois en étant ingénieur, on a une force en tant qu'ingénieur, je pense à. En tout cas, c'est le Shift Project qui dit ça et je suis assez d'accord, de sensibiliser et d'informer nos collègues managers, etc., qui n'ont pas cette connaissance euh, pour faire changer les choses, pour apporter une solution. C'est une partie de la solution. Et du coup, si je peux, enfin, si je peux rajouter même quelque chose, je pense que genre toute cette économie qui peut être faite au niveau de l'informatique, je pense que c'est une question d'éducation à prendre sur des pincettes, mais je veux dire, juste parce qu'on a une mauvaise éducation de peut-être, on voit pas que vu comme c'est complètement irréel, on n'a pas le, comment dire, quand on utilise le smartphone ou l'ordinateur, on n'a pas une vue de toutes les étapes de construction, de derrière, ça fait tourner des centrales quand on utilise, etc. Du coup, les gens ils peuvent facilement laisser leur écran allumé. Du coup, je pense que ce genre de conférence c'est bien parce que ça permet au moins d'être
d'être au courant. Hmm. Faudrait peut-être. Je vais vous mettre. Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais ça donne suite à quelques articles que Baptiste a écrits. Donc je vous les mets dans le canal annonce et la rediffusion de la conférence sera aussi une fois uploadée sur le canal annonce. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à la conférence, par rapport à des choses ouvertes? N'hésitez pas si vous avez des choses qui s'éloignent un petit peu avec la conférence, allez-y, hein. On est là pour partager. Ouais, c'est Jean-Baptiste qui parle. Merci pour la présentation. Alors, en fait, ce lundi dernier, il y avait une conférence organisée justement par Inside the Shift Project qui sont en partenariat. Je ne sais pas s'il y en a peut-être d'entre vous qui ont assisté, hein. J'ai pas pu y aller pour ma part. Eh ben, bon, elle a été enregistrée aussi. Je pense que c'est Ah, toujours possible de la revoir, mais ils ont présenté le principe de ce partenariat et donc le fait que The Shift Project, disons, met à disposition des écoles d'ingénieurs euh, tout leur matériel et leurs connaissances sur le sujet pour les aider à faire des actions de formation à cette thématique, hein. Donc, je, bon, voilà, si on manque des cours, je pense qu'il y a beaucoup à piocher là-dedans. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est en train d'être fait. Je ne sais pas si Roland, ce à quoi tu fais allusion, est-ce que c'est en partenariat avec Shift Project ou pas? Mais, ça paraît très intéressant de s'appuyer sur leurs compétences. euh, ouais. Non, moi juste je me base sur ce qu'ils écrivent, mais ouais, c'est. Je. Je réponds juste à Jean-Baptiste, puisqu'il posait la question. Et quand je dis en train de développer, c'est parce que c'est un des projets importants développés pour lequel on a un collègue qui passe la moitié de l'année déjà à réfléchir comment développer dans la formation à tous les niveaux ces aspects. Sylvain Bouvray qui s'en occupe. Oui, merci bien. Et justement, Sylvain, c'est celui qui nous a fait la pub pour la présentation de lundi dernier, donc j'imagine qu'il est en relation avec eux, je ne sais pas. Oui, pour autant que j'en sache, et avec tout un tas d'initiatives. Merci bien. Personne n'a lu le livre que Salem a mis pour clore. Je pense qu'on a fait le.
Eh ben, Peut-être je vais dire quelque chose aussi, puisque j'étais à la conférence de Chief Project, je vais vous en faire profiter. En fait, tu as mis l'accent sur l'environnement et l'écologie, c'est très bien. Alors, en réalité, c'est difficile de faire évoluer les choses si on ne considère pas aussi les problèmes économiques, les problèmes d'emploi, de partage du travail, partage des richesses, problème voilà, de partage des ressources, de la démocratie. Et donc, en fait, tout ça, quelque part, c'est difficile à dissocier si on veut s'attaquer au problème. Je pense que vous voyez pourquoi. Hein. S'il y a plus de, enfin, si on est dans la frugalité de la consommation, bah, ça veut dire que l'économie, elle fonctionne pas sur le même principe, hein, que la production de richesse peut pas être gérée comme elle l'est pour l'instant, et donc l'emploi non plus, donc l'assistance aux personnes âgées, aux personnes qui peuvent pas travailler de la même manière, elles peuvent pas être abordées de la même manière, donc ça a des impacts sur en fait tous les aspects de la vie si on s'attaque à cette question. je suis complètement d'accord. J'ai essayé un petit peu de rogner parce que je voulais pas vraiment m'attaquer à ça dans la présentation. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est plus compliqué que simplement quelque chose de technologique ou une méthode à faire en entreprise, malheureusement. Bon, eh ben, merci d'être venu et d'être resté jusqu'au bout. Et voilà, je